Merci, vous avez pris un très grand risque de laisser un avocat clôturer une matinée, car si vous avez faim, vous risquez de manger tard. Je veille. Mais je sais qu'il y a un maître du temps à côté d'un maître du barreau que je suis. Ce que je voudrais dire, parce que j'avais préparé une intervention qui est un peu similaire à celle que j'ai eu l'occasion de faire le 5 décembre dernier au Conseil national des barreaux, dont je suis membre élu dans cette mandature qui va s'achever à la fin de l'année 2023. Et si Dieu et l'électeur me prêtent vie, je récidive pour 3 années supplémentaires. Et probablement aussi dans le groupe de travail, droit de l'enfant, ça y est, vous avez un scoop pour tous ceux qui veulent être sur les réseaux sociaux, vous pourrez le dire. C'est un groupe de travail tout à fait intéressant et j'ai, à l'occasion de la venue de Charlotte Cobel le 5 décembre au Conseil national des barreaux, voulu faire également un focus sur une disposition du Code de justice pénale des mineurs qui est assez méconnue, comme l'est la justice réparatrice ou restaurative. Parce que lorsque l'on interroge un avocat de n'importe quel barreau, as-tu déjà pratiqué la justice restaurative? Bon, oui, je suis allé au restaurant éventuellement, donc c'était roboratif peut-être, mais restauratif, ils en sont très loin. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que tous les avocats connaissent la médiation civile en particulier. Et le phénomène auquel nous sommes confrontés depuis 2014, c'est un peu le même phénomène que nous avons connu lorsque la médiation s'est mise en place. Il y avait les fervents, les réticents et les dubitatifs. Je fais partie des premiers. Vous l'avez compris, je trouve que c'est une des pistes qu'il faut absolument investiguer parce que c'est une des solutions qui peut permettre un objectif que poursuit la justice depuis la nuit des temps, la réparation. Et quand je dis la nuit des temps, vous le savez parce que vous l'avez tous lu, les tablettes sumériennes d'Urnama l'en parlent, le Code d'Hammurabi en parle, la loi des 12 tables qui avait été adoptée au VIe siècle avant Jésus-Christ par la République romaine en parle, la réparation. Et en fait, dans notre inconscient peut-être de justice, il y a 3 types de justice. La justice punitive, celle qui est concentrée sur la punition, la répression. Alors vous avez des courants politiques qui sont des fervents défenseurs de la punition, qui vont jusqu'à la peine capitale. Vous avez la justice distributive, qui est centrée sur le traitement de la délinquance, ou du délinquant. Et puis vous avez la justice réparatrice, qui est centrée sur la réparation elle-même de l'infraction. Et pour l'avocat comme pour le magistrat, au regard, je parle pour le magistrat, au regard de l'application de la loi pénale à une situation de fait, le jugement qui sera rendu, en fonction de la personnalité du délinquant, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, ou des dommages subis par la victime, pourra évoluer tantôt vers le punitif, vers le distributif, vers le réparateur. La justice ne doit tomber dans l'excès ni de l'un ni de l'autre. Et il faut bien que vous ayez à l'esprit que l'avocat peut être à la fois, enfin pas à la fois, mais tantôt, parce que si c'était à la fois, ce serait un peu compliqué, l'avocat de la victime et l'avocat de l'auteur de l'infraction. Donc nous sommes, nous avocats, intéressés des deux côtés. Tant parce que nous souhaitons que la réparation soit la plus juste possible, qu'elle ne permette pas d'enrichir une victime de façon abusive, ou qu'elle ne permette pas non plus d'appauvrir, dans tous les sens du terme, un auteur d'une infraction de façon tout à fait excessive. Et c'est pour ça que lorsque un théoricien dans les années 1970, son nom n'a pas été cité, mais je pense qu'il faut quand même citer Howard Zerb, qui est celui qui a théorisé la justice restaurative, qui est un grand criminologue américain, bon, mais je crois qu'il est des origines françaises et acadiennes, donc il est de Chenoux, comme on dit en Normandie. Il a trouvé que c'était une nouvelle voie qu'il fallait creuser et qui a été expérimentée. Tout part d'une expérimentation au départ. Et on sent bien que cette expérimentation, elle a du mal à s'installer parce que on est un peu binaire dans nos conceptions. Une infraction, un auteur, une victime,
à cela un jugement. Oui, mais après, nous les avocats, nous accompagnons bien évidemment l'un et l'autre. Et vous n'imaginez pas à quel point, je le dis aussi aux magistrats, mais à tout le monde, à tous les acteurs, il y a, après le jugement, il y a un après-jugement. Et il y a parfois des déceptions. On a souvent le sentiment qu'on a été mal jugé, pas compris, qu'on n'a pas pu s'exprimer, qu'on n'a pas pu tout dire avec l'expression de ses émotions. Et vous avez des magistrats qui laissent les victimes pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est extrêmement important. La justice restaurative, elle a notamment pour objectif de libérer la parole et d'instaurer un dialogue. Pas un débat judiciaire, où il y a forcément un combat, des antagonismes qui fait qu'il y aura forcément un perdant ou un gagnant. Là, dans la justice restaurative, et c'est ça qui est très intéressant, il n'y a pas forcément de gagnants et de perdants, il n'y a que des gagnants. En tout cas, si on va au bout de l'opération, parce qu'on peut s'interrompre, et on peut s'interrompre parce qu'on n'a pas envie d'aller plus loin, et on est gagnant sur les réponses aux questions que l'on a suscitées, eh bien, c'est un objectif qui aura été atteint. Cela a été dit de fort belle manière par Sophie Dill et puis par Agathe Muriot sur le contexte législatif. Le Code de procédure pénale a instauré la justice restaurative à l'article 10-1 et il a fallu... je dirais, il était peut-être superfétatoire, mais pas tellement, un focus supplémentaire dans le cadre du Code de justice pénale des mineurs, avec l'instauration d'une disposition spécifique, qui est l'article L13-4. Mais c'est pas totalement superfétatoire, parce que, bien évidemment, la situation du majeur n'est pas celle du mineur. Je vous en donne un exemple, puisqu'on doit y associer des représentants légaux. C'est qui les représentants légaux? Papa-maman, papa-papa, en devenir des pacsés, des tuteurs. Et je vous laisse répondre à cette question, l'adulte approprié. L'adulte approprié qui est prévu par l'article L311-1 et suivant du Code de justice pénale des mineurs, qui est un satellite, un objet juridique volant non identifié, parfois, parce que qui dans cette salle peut me dire quelle expérience il a vécu du rôle de l'adulte approprié? Eh ben, c'est très mal défini dans le Code de justice pénale des mineurs. Alors, on me posait la question de savoir quel serait notre regard, nous, du Conseil national des barreaux, sur le Code de justice pénale des mineurs. Ben, je vais faire un petit teasing. Je vous invite à suivre les débats du Conseil national des barreaux qui aura lieu le 7 juillet prochain, parce que nous allons faire l'exposé, le bilan du Code de justice pénale des mineurs, avec l'Observatoire, qui réunit non seulement des avocats, des magistrats, des acteurs de la PJJ, des acteurs du milieu ouvert, enfin, toutes sortes d'acteurs. Et le regard n'est pas si positif que celui qui vous a été donné, notamment sur le but de l'audience unique et le nombre d'audiences uniques, où, et je ne me souviens plus du nom de la précédente intervenante, qui disait on n'a pas le temps. Mais oui, on n'a pas le temps. Et en même temps, on devrait se rajouter dans notre esprit des modules réparation de justice restaurative. Mais dans des audiences uniques, c'est juste impossible. De la même manière qu'on n'a pas vraiment des dossiers uniques de personnalité complets, de la manière qu'on n'a pas les RSE tout à fait complets parce qu'on n'a pas le temps de les avoir de manière complète, et puis de la même manière, les avocats qui interviennent, qui ont des difficultés extrêmement matérielles de pouvoir assister leurs jeunes mineurs délinquants parce qu'ils n'ont pas forcément accès complètement au dossier. 12h27, dans 3 minutes, je dois arrêter. Et je devrais en dire tellement d'autres. Donc je passe tout ce que j'ai à vous dire. Mais moi, ce que je crois, et du regard des avocats, c'est que la justice restaurative a des vertus que la justice traditionnelle suralimentée, l'objectif est de déstocker, il y a trop de procédures, a des vertus que cette justice traditionnelle n'a pas toujours. C'est l'espace de parole inédit. C'est cette possibilité de faire passer un certain nombre d'émotions
tout en étant conscient de la nécessité de distance et de maturité. Je vous renvoie aussi à la question du discernement pour les mineurs dans le cadre de la justice restaurative. Et donc, dans l'application de L13.4, se pose intuitivement la notion de maturité. Alors, on parle de maturité d'ailleurs dans ce texte, alors que le Code de justice pénale des mineurs parle de discernement. Il y a peut-être... Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? La jurisprudence nous le dira, mais enfin, peu importe. Bien évidemment, en excluant toute naïveté angélique, bisounoursesque. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et comme le disait Howard Zerd, la justice restaurative ne convient pas à toutes les procédures. Parce que, comme il l'écrivait, les faits sont beaucoup trop difficiles, les faits sont beaucoup trop horribles, et qu'il faut une sanction. Et le théoricien lui-même expliquait que la justice restaurative n'est pas la solution à toutes les situations. Mais elle permet, une fois encore, pour peu qu'on y consacre un peu de temps, d'instaurer ce dialogue et d'instaurer une synergie tout à fait originale. Pour peu qu'on ait un peu le temps. Tout est dit. Tout à l'heure, on employait le terme de chronophage. La difficulté, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, notre justice, qui se veut peut-être plus punitive et distributive que réparatrice, elle n'a pas le temps. On aimerait avoir le temps. On aimerait pouvoir consacrer à une audience 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures d'audience. Mais on vous dit, mais maître, faites court. Et d'ailleurs, je dois faire court car je n'ai plus qu'une minute. Et vous allez instaurer, grâce à la justice restaurative, le temps nécessaire. C'est extraordinaire. Pour peu que l'on le veuille, une fois encore, et pour peu qu'on ait les moyens de cela. Et je trouve tout à fait, pour avoir préparé mon intervention, caractéristique la difficulté dans laquelle les acteurs que vous êtes, vous trouvez, de devoir parfois, en plus du travail que vous avez, consacrer un temps nécessaire à la justice restaurative. Est-ce que les moyens supplémentaires sont consacrés ? Je ne le sais pas. J'entendais le député Jean Terlier nous dire qu'il faudrait des budgets fléchés. Oui, 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 fléchons les budgets pour pas que le budget de la justice soit noyé et que l'on consacre véritablement à ce sujet qui est un sujet d'importance les moyens nécessaires. De notre petit côté d'avocat, pour vous expliquer aussi pourquoi ça ne marche pas très bien, eh bien parce que le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991, que chacun connaît, qui est relative à l'aide juridique et à l'intervention d'avocats dans les procédures non juridictionnelles, ne prévoit aucune rétribution pour l'avocat dans le cadre de la justice restaurative. Pardon, mais je ne vais pas dire du mal de mes confrères ni de moi-même, mais nous sommes pragmatiques, nous ne sommes pas des bénévoles. Certes, on peut intervenir au pro bono, comme le font un certain nombre de gens. Certes, en intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, on intervient même de façon très impactante pour le résultat des chiffres d'affaires de nos cabinets. Mais à partir du moment où vous n'envisagez même pas, dans le cadre du projet de loi de finances, une rétribution pour l'avocat, ça veut dire qu'il va le faire gratuitement. Certains le font, certains y sont prêts, parce que bien évidemment, moi, lorsque je propose à un mineur de pouvoir envisager une mesure de justice restaurative, je le fais parce que j'ai envie de le faire et que je peux le faire par rapport à d'autres activités de mon cabinet. Mais d'autres ne peuvent pas le faire. Donc il va falloir, de manière très simple, imaginer aussi un budget sur ce terrain-là. Bien sûr, il y aura les formations. Je trouve que cette journée que nous avons, elle est fondamentale pour pouvoir ouvrir les esprits. Nous, à l'occasion du film de Jeanne Herry, nous avons organisé une conférence débat dans un grand cinéma de Rouen, en plein centre-ville, où il y avait beaucoup de gens de la PJJ, bien sûr, quelques magistrats, plein d'avocats qui disaient on ne savait pas. Le film de Jeanne Herry me fait penser un peu au film que vous avez peut-être vu quand vous étiez jeune. Ceux qui sont très jeunes le regarderont en replay, c'est Kramer contre Kramer de 1979 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. 9 Oscars. Je souhaite à Jeanne Herry d'avoir 9 Oscars, ou en tout cas 9 Césars. C'était à une époque où les droits du père dans le cadre d'un divorce étaient complètement inconnus. Et ce film a ouvert les esprits. Que ce film puisse ouvrir les esprits, tant mieux. Des formations, oui. Dans les écoles d'avocats, elles commencent. Dans les barreaux, elles commencent. Et si j'ai un conseil à vous donner, à tous les membres du secteur associatif, prenez rendez-vous avec le bâtonnier.
C'est lui qui va pouvoir ouvrir les esprits de ses confrères. D'organiser des conférences débats avec une association, avec la PJJ, avec un juge des enfants, bien sûr. Et ils seront friands, les avocats, parce qu'ils ont des obligations de formation continue. Ils pourront cocher sur leurs 20 heures de formation supplémentaire. Ah, j'ai fait une formation sur la justice. Mais c'est comme ça qu'on intéresse les gens. Mais on les intéresse en se disant, tiens, effectivement, c'est quelque chose que j'ignorais. Et puis, j'en aurais terminé par là, puisque j'ai déjà parlé plus de 3 minutes. Ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est de rappeler que la justice restaurative, elle se fonde sur un mot, la considération. On parle beaucoup de respect dans notre société, une expression respect, mais surtout c'est la considération de l'autre, c'est l'estime de l'autre. L'estime de soi, bien sûr, mais l'estime de l'autre. Et si on a juste un peu d'attention, d'humanité à l'égard de l'autre, la justice restaurative fonctionnera. Donc, au-delà de la volonté de mettre en place ce mode de traitement de réparation judiciaire, je pense que le meilleur moyen de pouvoir aboutir à ce que cette justice restaurative s'inscrive dans le dispositif de notre quotidien, c'est peut-être aussi de changer une petite disposition des textes applicables, notamment l'article D-1.1 du Code de procédure pénale. Vous savez, c'est cet article qui explique comment ça fonctionne et qui initie la justice restaurative. L'article 10.1 ou 13.4 vient dire « Il peut être proposé un mode restauratif à la victime et à l'auteur. Il peut être proposé. Puis, par qui, comment, sous quelles conditions ?» Il y a la circulaire de 2017 qu'il faut très certainement toiletter, mais il y a aussi ce décret qui explique que c'est le procureur, que c'est le juge d'instruction, que c'est le juge des enfants, cas échéant, que c'est que c'est le tribunal, ou que c'est le juge de l'application des peines. Le texte ne dit même pas que l'une des parties peut saisir l'un des 4 d'une mesure de justice restaurative. Insérons cela. Insérons cela en disant notamment que les parties, les avocats qui y ont un intérêt, parce que quel est notre objectif final? C'est que la personne que nous aurons accompagnée soit apaisée après ce parcours judiciaire. Car le maître mot de tout cela, c'est l'apaisement. Et donc, je citerai, parce que dans toute intervention, il faut faire une citation, je ne citerai qu'un grand auteur, Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci.